La naissance est le miracle de la vie. C'est une chose merveilleuse et joyeuse, mais cela peut aussi être très étrange et dégoûtant. Jamais plus que dans le règne animal, où les choses peuvent devenir vraiment folles. Voici les 20 naissances d'animaux les plus folles capturées sur caméra. Numéro 20. Naissance d'éléphants. Les éléphants sont des unités familiales extrêmement protectrices, et ils ont des méthodes de communication sophistiquées entre eux. Il n'est donc pas surprenant que ces animaux soient sociaux, même lorsqu'il s'agit d'accoucher. Ils savent qu'ils ont besoin les uns des autres en cette période potentiellement vulnérable. Les éléphants d'Afrique sont généralement enceintes pendant 22 mois, tandis que les éléphants d'Asie ont une période de gestation d'environ 18 à 22 mois, ce qui en fait les plus longues grossesses de tous les mammifères. Ils ont généralement un seul bébé à la fois. Lorsqu'une éléphante est sur le point d'accoucher, elle cherche souvent le contact rapproché d'une autre femelle de son troupeau pour se protéger pendant le travail. Le reste du troupeau peut, en fait, venir entourer la femelle en travail, lui offrant une protection de tous côtés. Ils accouchent en restant debout, et le bébé éléphant sort généralement par la tête et les pattes avant en premier. Comme la plupart des grands mammifères que nous avons examinés aujourd'hui, la seule chose que les éléphants font qui pourrait sembler un peu folle est qu'ils mangent en fait le placenta. Mais la raison de cela est extrêmement sensée, car cela les aide simplement à éviter d'être détectés par d'éventuels prédateurs qui pourraient être attirés par la facilité d'attraper un nouveau-né. Maintenant, passons au sujet sucré. À gauche, vous pouvez voir une souris ayant l'air plutôt ballonnée. Elle était enceinte et son propriétaire était profondément inquiet pour elle étant donné la taille qu'elle avait atteinte, ce qui n'est pas normal et elle semble prête à éclater. Heureusement, tout s'est bien terminé à la fin. Bien que ce fût une lutte, elle a réussi à donner naissance à une portée massive de bébés souris, bien plus grande que la moyenne. Comme toujours, faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 19. Naissance de girafes. Pour la plupart, les girafes femelles accouchent en restant debout. Cela a principalement du sens. Malgré la longue chute que subit le bébé girafe lorsqu'il sort finalement, le nouveau-né entre dans le monde avec les pattes avant tendues, suivi de sa tête, puis le reste de son corps, avec les pattes arrière en dernier, tombant presque 2 mètres au sol. Cela ne semble apparemment pas blesser le bébé, mais cela sert à rompre le cordon ombilical et à déchirer un trou dans le sac amniotique, complétant ainsi le processus de naissance avec beaucoup moins d'intervention. Le choc de l'atterrissage est également considéré comme ce qui aide à stimuler le bébé girafe à prendre ses premières respirations. En fait, si une girafe accouche en étant couchée ou assise, il est plus probable qu'elle écrase le bébé en essayant de sortir du corps de la mère. Ainsi, cette première chute dans l'existence est en réalité la meilleure option, même si cela semble être un réveil plutôt brutal. Voilà. Mais franchement, le bébé girafe entre dans le monde de la même manière que la plupart des mammifères. Rien de particulièrement fou à voir ici. À moins, bien sûr, que ce soit la première idée de naissance que vous ayez jamais eue et que vous vous attendiez à ce qu'une cigogne apporte le bébé. Numéro 18. Naissance d'écureuils. Les écureuils sont des créatures plutôt libidineuses. Bien que les femelles ne puissent en s'accoupler avec succès que 2 fois par an, les mâles sont prêts à tout moment. Lorsque la femelle a accouché, le mâle s'en va et ne joue aucun rôle dans l'élevage de sa propre progéniture. La gestation dure environ 6 semaines et les écureuils donnent naissance en mars et avril, puis à nouveau en juin ou juillet. Les bébés qui naissent sont roses, chauves et aveugles, et ils se nourrissent toutes les quelques heures pendant de nombreuses semaines avant de finalement faire pousser des poils et d'ouvrir les yeux. Ils commencent finalement à manger des aliments solides et abandonnent la tétée à 10 semaines. Numéro 17. Naissance de hyènes. Eh bien celle-ci est un peu différente. Apparemment, les hyènes femelles n'ont pas d'ouverture vaginale standard. Au lieu de cela, elles ont des organes reproducteurs qui ressemblent beaucoup plus à des parties masculines. Cette partie de l'anatomie de la hyène a été qualifiée de pseudo-pénis. Pauvre pénis, cela va lui donner un complexe, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, l'idée est que ce pseudo-membre ressemble exactement à un vrai pénis, et est même capable de devenir érectile. Alors, vous pourriez demander, qu'est-ce qui le rend moins un pénis qu'un autre ? C'est une bonne question. Selon les scientifiques qui aiment examiner de telles choses, le pénis féminin est en fait un clitoris, juste un très gros. L'endroit où se trouverait
L'ouverture vaginale a été fusionnée en un faux scrotum, donc il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Alors, comment cela fonctionne-t-il pour le processus d'expulsion du bébé? C'est assez délicat en fait. Le fait est que malgré le fait que le faux membre soit une adaptation visant à affirmer la dominance et à protéger ses petits, la hyène femelle a tous les organes reproducteurs internes qui nécessitent un type de naissance classique. Le problème est qu'elle n'a pas d'ouverture appropriée pour cela. Elle peut rétracter son faux pénis à des fins d'accouplement, mais elle n'a pas d'adaptation similaire pour donner naissance. Le canal de naissance ne mesure qu'environ 1 pouce de diamètre, et le petit qui est censé y passer pèse environ 2 livres. C'est une équation qui rend la naissance d'une hyène l'une des plus traumatisantes et les plus susceptibles de se terminer par la mort de la mère ou du bébé dans tout le règne animal. Numéro 16. Naissance de vers plats. Les vers plats sont des créatures super étranges. Ce sont des invertébrés à corps mou qui n'ont pas de segments corporels, pas de cavité corporelle, et ils n'ont également pas d'organes de circulation ou de respiration à proprement parler. Mais plutôt, leur corps aplati permet à l'oxygène et aux nutriments de passer directement dans leur système par le processus de diffusion. Alors sans, pas grand-chose se passant dans leur corps, comment ces choses se reproduisent-elles? Ces créatures sont essentiellement dégoûtantes et sont le genre de vers qui sont des parasites vivant dans les intestins d'autres animaux. Certains peuvent produire littéralement des milliers d'œufs qui sont ensuite excrétés par leurs hôtes et d'autres produisent de nombreux proglottis hermaphrodites qui vont ensuite libérer les œufs. Burke, littéralement tout ce qui concerne les vers plats est absolument dégoûtant. Numéro 15. Naissance de pandas. Bien que les pandas soient des créatures assez grandes lorsqu'ils sont complètement développés, ils sont absolument minuscules lorsqu'ils naissent. Certaines personnes ont appelé le tout petit panda nouveau-né mal cuit, mais contrairement aux animaux marsupiaux qui naissent dans un état prématuré similaire, les pandas n'ont pas de poche dans laquelle vivre jusqu'à ce qu'ils grandissent. Apparemment, personne ne sait vraiment pourquoi ils naissent si petits. Lorsque les bébés pandas naissent, ils pèsent environ 100 grammes. Cela signifie que leurs mères sont environ 900 fois plus grandes que les bébés nouveau-nés. Il existe une théorie selon laquelle c'est une sorte d'habitude évolutive parmi les ours en général. L'idée étant qu'ils ont commencé à réduire la gestation d'une grossesse, afin de ne pas avoir leurs petits pendant qu'ils hibernent, mais personne n'est exactement sûr. Ainsi, ils naissent petits et sont plus ou moins impossibles à étudier. Les pandas qui naissent en captivité sont assez rares, et souvent ceux qui naissent ne survivent pas. C'est une affaire délicate, car si la vie n'était pas déjà assez difficile pour un panda, avec leurs habitats et leurs sources de nourriture qui rétrécissent chaque jour, ils naissent en fait beaucoup trop petits, et doivent se battre pour rester en vie, alors qu'ils sont encore plus sous-développés et vulnérables que presque toutes les autres espèces animales. Numéro 14. Naissance de raies. Cela peut sembler un peu étrange étant donné que les raies sont définitivement des poissons et non des mammifères, mais ces poissons en particulier donnent naissance à des bébés vivants. Le fait est qu'ils font quelque chose de plutôt étrange et inhabituel avec leurs œufs. Ils ne développent pas les bébés poissons dans une situation de type utérus. En raison des endroits et des manières dont les raies vivent, elles doivent essentiellement pouvoir nager, chasser et survivre immédiatement, après la naissance. Si la raie femelle devait pondre ses œufs de la manière habituelle, ces petites larves auraient peu ou pas de chance de survie. Ainsi, la maman raie a développé une technique astucieuse pour aider sa progéniture alors qu'elle est encore vulnérable. Ce qu'elle fait, c'est garder les œufs à l'intérieur de son corps après leur éclosion, et les petits de raie sont ensuite nourris avec des jaunes d'œufs et des fluides qui les aident à grandir. Puis, lorsqu'ils sont prêts, ils naissent et sont prêts à fonctionner indépendamment avec une bien plus grande chance de survie. Numéro 13. Naissance de kangourou. La femelle kangourou, une fois qu'elle a eu ce câlin spécial avec un mâle kangourou et qu'elle est réellement enceinte, n'a qu'une très courte période de gestation durant laquelle l'embryon grandit dans l'utérus. En fait, la gestation utérine d'un kangourou ne dure qu'environ 28 jours, la plus courte de tous ces processus chez les mammifères. Mais le bébé n'est pas exactement prêt à naître, pas dans un sens de vivre dans le monde. L'embryon extrêmement sous-développé qui naît mesure seulement environ 2 cm de long, complètement dépourvu de poils, et ses yeux et oreilles ne sont pas encore développés. Ainsi, le bébé a besoin de beaucoup de soins supplémentaires avant de pouvoir être là dehors, dans le monde. C'est là que la poche de la mère entre en jeu.
Le petit bébé sous-développé naît par le canal de naissance de la mère comme tout autre mammifère, mais ensuite il se déplace instinctivement le long du corps de la mère et dans sa poche. Il s'accrochera ensuite à son mamelon et commencera à se nourrir, et c'est là qu'il restera pendant environ les 8 mois suivants, se nourrissant et grossissant. Ensuite, ce bébé kangourou commencera progressivement à faire de petites aventures en dehors de la poche, revenant pour se nourrir jusqu'à ce qu'il soit capable de se débrouiller seul. Numéro 12. Naissance de crapauds du Suriname. Ces bébés crapauds entrent dans le monde de l'une des manières les plus inhabituelles. Le crapaud du Suriname est aussi une créature au look assez particulier. Il ne ressemble à aucun autre type de crapaud. Ils ont des yeux sur le dessus de leur tête et pas de paupières, ils sont donc souvent appelés crapauds astronomes. Le corps plat et la drôle de tête en forme de triangle du crapaud du Suriname le placent déjà dans une catégorie complètement différente de la plupart des autres crapauds. Je veux dire, cela ressemble beaucoup à quand un crapaud se fait écraser, mais c'est aussi comme cela qu'il commence à apparaître. La chose qui rend celui-ci le plus étrange de tous, cependant, doit être sa technique de naissance. Les bébés crapauds sortiront de leur mère et entreront dans le monde par de petits trous sur le dos de leur mère. Ils ne passeront par aucune sorte de stade larvaire ou de tétard comme d'autres espèces. Ils sortent simplement de ce groupe de petits trous, comme des petits tout petits entièrement formés, même s'ils sont minuscules. Ils mesurent environ 1 pouce de long et naissent généralement après environ 3 ou 4 mois de gestation, puis ils partent seuls. Numéro 11. Naissance de phoques communs. L'accouplement des phoques communs est un peu une bataille. Les mâles vont se battre entre eux pour avoir la chance de s'accoupler avec la femelle et ensuite faire des bébés. Après ce match de boxe qui décide de la paternité, l'accouplement se déroule alors comme vous vous y attendez. Vous savez, avec un petit câlin spécial et un voyage chez le médecin pour faire un test de grossesse. Enfin, en quelque sorte. La femelle phoque commun sera enceinte pendant environ 11 mois avant de donner naissance à son petit, et elle se dirige quand vers la glace pour accoucher. De nombreuses femelles phoques communes seront là à faire la même chose. Et comme les choses peuvent devenir assez confuses, avec toutes ces mères et ces bébés partout, elles utilisent leur sens de l'odorat aigu pour se reconnaître. Chaque mère et son petit peuvent comme ave se repérer grâce à leur propre odeur unique. Le petit phoque commun naît en pesant environ 11 kg et mesure environ 90 cm de long. Ils allaitent auprès de leur mère pendant les 12 premiers jours, ce qui les aide à obtenir cette épaisse couche de graisse appelée lard, qui les protège des conditions froides. Lorsque le petit phoque atteint environ 36 kg, il est alors laissé à se débrouiller seul et sa mère va partir à la recherche d'un autre partenaire pour recommencer le processus. Numéro 10. Naissance du kiwi. Comme les kiwis n'avaient quand même pas de prédateurs mammifères, ils se sont adaptés à vivre au sol. Cela a changé depuis l'introduction des beuglans dans leur environnement naturel et bien sûr des chiens domestiques et sauvages qui représentent également une menace pour l'oiseau kiwi. Ils construisent en fait leur nid dans toutes sortes d'espaces différents. On peut les trouver dans les dunes de sable au bord de la mer, sur le sol de la forêt, dans les prairies d'une ferme et même sur un flanc de montagne enneigé. Ce sont de petites créatures adaptables qui excellent dans la reproduction, et pour leur taille, elles produisent donc de gros œufs fréquemment. Elles préparent un terrier pour leur nid, puis elles s'accouplent, et après cela, la femelle pondra son énorme œuf. Parfois, elle en produit même 2 d'un coup. Mais c'est le mâle qui s'assoit effectivement dans le nid pour incuber l'œuf. Lorsque le kiwi éclot, c'est comme un mini-oiseau adulte, et il a déjà toutes ses plumes. Ses yeux sont ouverts, et il a un bec, bien qu'il soit encore doux et rose. Le bébé oiseau se nourrit alors du sac vitellin et de l'œuf pendant les premiers jours de sa vie, puis il sort du terrier en mangeant des brindilles, des pierres et d'autres choses qu'il trouve à proximité. Ses parents ne l'alimentent pas vraiment. Ce qu'il mange maintenant est stocké dans son corps et l'aide à digérer la nourriture réelle qu'il mangera. Et il peut encore tirer de la nutrition de ce gros sac vitellin et il peut le faire pendant plusieurs semaines après l'éclosion. Cela aide le kiwi à survivre et à éviter le risque de prédateurs hors du terrier. Mais malheureusement, ces oiseaux sont extrêmement vulnérables et environ 90% d'entre eux ne vivent pas au-delà de 6 mois. Seuls 5% parviennent même à atteindre l'âge adulte. Numéro 9. Naissance du sugar glider, un petit marsupial, vous savez, comme les wallabies, les kangourous et autres. Ces drôles de petites créatures ressemblent à une sorte d'écureuil volant. Ils ont une peau qui s'étend entre leurs pattes et leurs côtés, et c'est ce qui les aide à planer dans les airs, plutôt qu'à voler réellement.
C'est un peu étrange. Dans la nature, les sugar gliders mangent un régime très varié composé de nombreux insectes différents, de sève et de gomme provenant des eucalyptus et des acaïes, ainsi que de pollen de fleurs et de nectar. Donc, comme le sugar glider est un marsupial, vous savez, comme un kangourou, cela signifie que la période de gestation ne dure qu'un très court laps de temps. Temps, généralement entre 15 et 17 jours, puis ce petit bébé, sugar glider rose et collant, naît et grimpe sur le corps de sa mère pour entrer dans sa poche. Le sugar glider a souvent une portée de 2 bébés qui resteront ensuite dans la poche de leur mère jusqu'à ce qu'ils aient entre 70 et 74 jours. Ils resteront ensuite avec leur mère et seront finalement sevrés vers 4 mois. Numéro 8. Naissance de l'escargot. Vous êtes-vous déjà demandé si les escargots avaient une coquille à la naissance ? Eh bien, je l'ai fait et ils en ont une. Ils ne naissent pas sous forme de limaces miniatures ou quoi que ce soit. Lorsqu'un escargot éclot de son œuf, il a une sorte de coquille. Encore un peu rudimentaire, mais c'est là. C'est une coquille embryonnaire, parfois connue sous le nom de protoconche, et elle a un motif différent de celui de la coquille adulte. Cette coquille grandit ensuite avec l'escargot, et le nombre de tours qu'elle a continue d'augmenter avec la croissance de l'escargot. Au moment où l'escargot devient adulte, il a généralement entre 4 et 5 tours et demi, et certaines espèces ne s'arrêtent mais ni jamais vraiment, ce qui signifie que leurs coquilles peuvent ainsi continuer à croître et, en théorie, obtenir autant de tours qu'elles peuvent développer. Numéro 7. Naissance de la mouche tsetse. Eh bien, cette petite mouche est le sujet de cauchemars horribles. Si vous pouviez concevoir une créature vraiment méchante et dangereuse, vous seriez peu enclin à imaginer quelque chose d'aussi inoffensif qu'une petite mouche. Cependant, la mouche tsetse a non seulement une morsure horrible, mais elle pourrait en fait vous tuer. Donc, comprendre comment elles se reproduisent et comment sont ces insectes dégoûtants est probablement une chose sensée à découvrir pour les scientifiques. Je souhaite juste ne pas avoir à les regarder. La bouche de la mouche tsetse est pleine de parties dentelées qui découpent littéralement votre peau pour aspirer votre sang. Une morsure de l'une de ces choses fait mal, mais cela ne s'arrête pas là. Ces insectes hideux transmettent également des maladies, et pas seulement le rhume. Ces nuisibles injectent une maladie mortelle connue sous le nom de maladie du sommeil dans les veines de leurs victimes. La maladie est transmise par un parasite, que certaines mouches peuvent transmettre dans leur salive dégoûtante lorsqu'elles mordent quelqu'un. Si elle n'est pas traitée, la victime tombe alors dans un sommeil profond et finalement fatal. Mais parfois, le parasite peut rester dormant dans le corps humain pendant des années avant de soudainement prendre le contrôle et plonger la personne infectée dans un sommeil sombre et peut-être sans fin. Malgré sa taille minuscule, la mouche est aussi puissante qu'une sorcière maléfique de conte de fées. Sauf que la mouche tsetse ne se soucie pas de qui elle maudit. Et lorsqu'elle donne naissance, la femelle mouche tsetse met à peine quelques secondes pour expulser la larve jaune qui est presque aussi grande qu'elle. Les cauchemars ne finissent jamais avec celle-ci, n'est-ce pas ? Nous ne voulons probablement pas continuer à regarder cette chose, alors passons rapidement à autre chose. Numéro 6. Naissance du hippocampe. Les hippocampes sont célèbres pour être la seule espèce connue dans laquelle le mâle subit une grossesse et donne naissance aux jeunes, plutôt que cela soit le lot de la femelle. Des recherches récentes ont été en mesure d'établir encore plus ce que cela signifie réellement. Il a été découvert que la poche incubatrice du mâle hippocampe, l'endroit où il garde tous les bébés jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour naître, n'est pas seulement capable de contenir jusqu'à 1000 bébés hippocampes à la fois, mais qu'elle semble également croître et fonctionner de manière très similaire à celle d'un placenta humain pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'elle fournit le flux sanguin et la nutrition aux bébés en développement, ou dans le cas des hippocampes, à de nombreux bébés. Numéro 5. Naissance du poisson jawfish. Ces poissons se trouvent dans les zones sablonneuses autour des récifs. Pour rester en sécurité dans ces zones ouvertes, le jawfish à tête jaune creuse un terrier dans le sable, et ils passent tout leur temps à attendre dehors pour manger toute nourriture qui passe. Mais ils plongent pour se cacher lorsque quelque chose de gros et dangereux approche. C'est une affaire risquée et mévansante, mais ces poissons semblent avoir cela sous contrôle. Le jawfish est nommé évidemment pour sa mâchoire. Il a une grande bouche surdimensionnée et extrêmement utile. Le terrier du jawfish nécessite beaucoup d'entretien. Vous savez, si vous avez déjà creusé un trou à la plage, à quelle fréquence les côtés s'effondrent et remplissent à nouveau le trou.
Eh bien, c'est essentiellement la routine quotidienne du Joe Fish. Cette charge de travail nécessite un entretien constant. Non seulement le poisson utilise sa grande bouche pour creuser ce terrier, mais le mâle de l'espèce garde également des œufs fécondés dans sa bouche. Ces poissons drôles peuvent être observés aérant les œufs, ce qui signifie essentiellement les cracher puis les ramasser à nouveau. Sympa. Numéro 4. Naissance de l'araignée. Les araignées sont des créatures étranges et merveilleuses, et elles ont toutes sortes de différentes manières de faire les choses, selon l'espèce. Certaines de ces choses sont, un tout petit peu perturbantes. Certaines araignées velues vivent dans de très grandes familles, contrairement à l'araignée domestique plus commune que vous verrez généralement seule. Ces groupes massifs partagent en fait des nids communs et prennent également des tours pour s'occuper des petits, ce qui est absolument sauvage. Mais étant donné l'intensité de ces populations, il se passe des choses inhabituelles. Seulement environ 40% des femelles auront réellement l'opportunité de se reproduire. Elles mûrissent beaucoup plus lentement que les mâles, mais elles produisent, qu'elles soient mères ou non, un type de liquide qui nourrit les bébés. Cependant, ce n'est pas aussi confortable que cela en a l'air. Le processus de fabrication du liquide est si éprouvant pour le corps de l'araignée femelle qu'il épuisera simplement toutes ses ressources et la liquéfiera de l'intérieur, et elle sera presque complètement épuisée. Mais pas encore morte, n'est-ce pas? Ensuite, la progéniture grimpera simplement sur l'araignée et commencera à la manger vivante, ce qui est tout un sacrifice. Ensuite, vous pouvez prendre une tarentule. Elles ont une toute autre technique pour leur reproduction. Les mâles tarentules nouvellement matures partiront tous sur la route à la recherche d'une partenaire, et lorsqu'ils arriveront là où ils se dirigent, ils trouveront, s'ils ont de la chance, une araignée femelle pour l'un de ces câlins spéciaux qu'ils recherchent. Mais pour les mâles, c'est leur seul objectif dans la vie. Même s'ils ne le savent pas encore, ils ne retourneront pas chez eux après les câlins. Les mâles ne vivront qu'1 mois environ après ce voyage. Parfois, l'araignée femelle se débarrasse même du mâle après avoir fini avec lui. Préparez-vous à être dérangé, surtout si les araignées ne sont pas votre truc. Une femelle tarentule pondra ensuite ses œufs dans un sac, et ce sac protégera ensuite les œufs jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclore. Et quand ils le feront, c'est choquant. Il n'est pas rare qu'un seul sac d'œufs de tarentule contienne jusqu'à 1500 bébés araignées. En moyenne, elles en ont entre 500 et 1000, mais peuvent facilement en contenir plus. Regardez combien peuvent éclore, et elles continuent de sortir comme le plus sombre des cauchemars d'un arachnophobe. Numéro 3. Naissance de l'anguille. Les anguilles sont des créatures glissantes, et capturer leur reproduction en vidéo dans la nature a été une affaire délicate pour les scientifiques. Bien que les anguilles aient longtemps été étudiées et examinées par la communauté scientifique, ils n'étaient pas sûrs exactement où et quand elles allaient frayer. Cette confusion s'est poursuivie jusqu'au XXe siècle, lorsque l'on a finalement découvert que les anguilles pourraient en fait voyager jusqu'à la mer des Sargasses pour se reproduire. Les anguilles ont un cycle de vie particulièrement complexe et compliqué, qui implique qu'elles changent de forme plusieurs fois, des larves à un autre type de larve et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la maturité. Il y avait tellement de confusion que les scientifiques avaient du mal à établir s'ils regardaient des anguilles juvéniles ou simplement une espèce différente. Mais de toute façon, elles frayaient partout dans la mer des Sargasses, où les adultes allaient s'accoupler et où leurs œufs seraient pondus. Ces poissons effectuent une énorme migration chaque année pour participer à ce rituel d'accouplement, et bien qu'il n'ait pas été enregistré en train de faire l'acte, c'est le prochain objectif des chercheurs d'étudier les pratiques d'accouplement particulières de cette créature marine glissante. Numéro 2. Naissance de la pieuvre. La pieuvre est un céphalopode super intelligent. Elle a un corps doux et bulbuleux et de longs bras flexibles avec des ventouses, et elle peut rapidement changer de couleur et de texture pour se fondre parfaitement dans son environnement. Ses sens remarquables et ses comportements complexes de résolution de problèmes incluent l'utilisation d'outils, ce qui en fait l'un des habitants les plus intrigants de l'océan. Une pieuvre a pas moins de 3 cœurs ainsi que la capacité de régénérer des membres perdus. Ce sont vraiment des créatures super cool. Alors, qu'est-ce qui est si étrange à propos de leurs œufs? Les pieuvres femelles pondent généralement une seule portée d'œufs, puis elles expirent généralement autour du moment de l'éclosion. Ces œufs prennent la forme de capsules en forme de gouttes qui sont plus petites que de petites olives et garantissent le bien-être des jeunes en développement.
La pieuvre femelle passe le temps qui précède l'éclosion et sa propre mort à couvrir les œufs d'eau de mer riches en oxygène tout en les protégeant des sédiments et des débris. Elle doit également se défendre contre les prédateurs potentiels, et remarquablement, en raison de la longue période passée dans les œufs, les nouveau-nés émergent entièrement capables de survivre de manière indépendante, déjà aptes à chasser de petites proies et montrant un développement avancé. C'est étrange mais c'est vrai. Numéro 1. Naissance du porc-épic. Donner naissance à un porc-épic semble incroyablement douloureux, alors allons droit au but, d'accord? Et oui, les porcelets naissants sont déjà couverts de leur piquant, donc tout cela pourrait très mal se passer. Sauf qu'il y a, heureusement, une adaptation qui signifie que ces choses ne piqueront pas la mère porc-épic qui accouche. Oh, les petites bénédictions. Ces piquants sont encore doux, et ils ont été soigneusement enfermés dans un sac afin d'offrir une certaine protection à la mère pendant qu'elle fait sortir les bébés. Le bébé porc-épic change en fait beaucoup dans les premières heures de sa vie. Ces nouveau-nés sont alertes dès la naissance, leurs yeux sont ouverts, et ils sont prêts à réagir à l'environnement. Les piquants du bébé vont durcir très rapidement, montrant ainsi comment la douceur est vraiment un atout pour leur arrivée dans le monde, je suppose. Après cela, ils se nourrissent exclusivement du lait de leur mère pendant quelques semaines. Mais ensuite, assez rapidement après cela, ils commencent également à manger des plantes, devenant complètement sevrés en environ 4 mois. Eh bien, c'est à peu près tout pour notre examen d'aujourd'hui du monde étrange et merveilleux de la naissance. Cela peut être une chose magnifique, mais parfois c'est aussi plutôt dégoûtant, vous ne pensez pas? Comme toujours, vous pouvez me faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Assurez-vous également de jeter un œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran, et je vous verrai la prochaine fois.